Il est exactement 18h07. Ben, revoilà Miss Lynn de retour avec l'émission Flambeau Car présentée par moi-même avec David. Alors, bonjour David. Bonjour, bonjour Miss Lynn. Bonjour toutes les auditrices, toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Flyweb Tropical. Oui. Et donc aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur, monsieur Lasconi, que nous allons présenter tout à l'heure. Mais on va continuer à dire bonjour à toutes les personnes qui sont passées. On a passé un merveilleux samedi dernier avec monsieur Vatin. On tient à le saluer et à le remercier pour sa présence de la dernière fois. Nous avons passé un agréable moment. Merci aussi à notre ami frère Christian Laviso qui nous a proposé sa musique comme générique. Bonjour, Otep à toute l'Afrique, Otep au Congo, Ghana, Burkina Faso, Sénégal, Guinée, Madagascar, Comores, etc., etc., etc. Et nous avons dit bien bonjour aussi parce que nous lyonnais aussi avec Pep Caraïbe. Bien bonjour la Dominique, bien bonjour Martinique, Guadeloupe, Guyane. Nous avons dit aussi en tient béred à Pep, nous aux Antilles, qui a passé un moment qui est assez difficile. Donc là, j'ai parlé un petit peu créole donc pour les compatriotes. Et nous passons à la présentation de ce grand monsieur qui est avec nous ce soir, monsieur Nizim Lasconi. Alors, il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas par où commencer. Alors, bon, je lui ai proposé de simplement dire les titres et il va me compléter. Alors, monsieur Lasconi qui est avec nous ce soir, il est chercheur, pluridisciplinaire, documentariste, historiographe, conférencier. On le laisse développer. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être invité dans votre studio parce que nous sommes au moment des festivités du 218e anniversaire de la célébration de la bataille de Vertières qui a eu lieu le 18 novembre 1803. Donc nous sommes le 20 aujourd'hui et me retrouver dans ce studio pour parler de nous ne peut que me faire plaisir. Donc je suis à votre disposition, posez des questions et le robinet va s'ouvrir tout seul. Alors il est aussi, je continue dans la présentation, on est toujours dans la présentation, il est aussi globe-trotteur. Est-ce que tu peux nous dire, nous définir cette mission de globe-trotteur? Disons que je voyage, je parcours le globe depuis que j'ai 7 ans. Initiative qui a été prise par mes parents qui ont pensé qu'il était mieux pour moi, compte tenu des difficultés que j'avais à l'école. Il faut le dire que l'école n'a jamais été vraiment ma tasse de thé, même si j'ai fini par triompher. J'allais beaucoup en colonie de vacances. Colonie de vacances, séjour linguistique. Et en grandissant, j'ai trouvé ma voie. J'ai décidé de faire du voyage une activité à part entière. Aujourd'hui, le compteur affiche 98 pays visités dans le monde. Il existe 52 îles dans la Caraïbe. J'en ai fait 38 caméras en main et j'ai pour ambition de repeupler la Caraïbe. Mais avec une seule femme. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je vois que tu as fait aussi un petit passage au niveau de l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement. En fait, j'ai participé à la plus grande mission dédiée aux afro-descendants, qu'on appelle The Slave Route Project. C'est un projet de l'UNESCO qui avait été initié dans les années 90 et j'y ai participé en 2011 sous l'invitation du gouvernement de Saint Kitts et Nevis, paradis fiscal qui se trouve dans la Caraïbe britannique. Alors, Saint Kitts et Nevis, c'est une petite île qui s'est fait connaître grâce à un de ses brillants athlètes, Kim Collins, qui a été champion du monde d'athlétisme. Je crois que c'était en 2008, si je ne me trompe pas. Donc, j'y ai été invité sur recommandation du Comité national scientifique par rapport à ma base de données qui s'intitule Cimarons Ltd. Cimarons Ltd est l'une des plus grandes banques de données
sur le monde noir qui m'appartient, dont je suis le propriétaire à 100%. Et c'est une base de données qui m'a pris 3 décennies de travail, de voyage pour pouvoir la constituer. Je dispose de 26 000 heures de film, si ce n'est plus aujourd'hui, et 278 000 photographies numériques et analogiques, argentiques, je m'excuse. C'est un travail de longue haleine, ce qui m'a permis de publier une collection de films qui s'intitule Lieu de mémoire. Lieu de mémoire, la collection a commencé dans une petite localité en Gambie qui s'appelle Albreda et Djoufouré. Ce sont 2 villages regroupés et c'est là où l'ancêtre de Alex Allé, Kuntakité, a été capturé pendant la période dite de la traite négrière. Encore là, c'est un mot tendancieux. Les Européens parlent de traite négrière. Nous parlons de Maafa, qui signifie en langue swahili catastrophe. Parce que pour qu'il y ait traite, il faut qu'il y ait deal. Tu peux répéter Maafa. Voilà, Maafa, c'est M2AFA. C'est une insulte faite à l'Afrique et aux afro-descendants que de parler de traite négrière parce qu'il n'y a jamais eu de deal. Pour qu'il y ait traite, il faut qu'il y ait un traité. Donc ça, c'est une façon pour l'Europe de se disculper de ses responsabilités. À ma connaissance, les Africains ne disposaient d'aucun fax ni de téléphone pour lancer un appel d'offres. Or que la manière dont on a présenté justement l'histoire de cette catastrophe dont l'Afrique ne s'est jamais remise jusqu'aujourd'hui, parce que ce sont les mœurs de ces enfants qui ont été déportés. Et c'est ce qui explique que ce soit aux Antilles, dans les Amériques, il y a une grande créativité artistique, intellectuelle. Par exemple, aux États-Unis, pendant la période de l'esclavage, les Afro-Américains ont créé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'inventeurs, mais comme pendant l'esclavage, ils ne pouvaient pas avoir, ils n'avaient pas le droit de breveter leurs propres inventions, ben, conclusion, ils ont été dépouillés de leurs propres inventions. Donc ce sont des choses à savoir. Et donc nous parlons de Maafa qui englobe cette catastrophe. Voilà. C'est très important de souligner. Voilà. Donc nous parlons de Maafa, nous ne parlons jamais de commerce triangulaire, ni de traite transatlantique. Voilà. Pour nous, il s'agit de Maafa, voilà. Il y a certes eu des gens qui ont failli, comme dans toutes les sociétés, en période de guerre, il y a des collabos et des résistants. Nous savons très bien qu'en termes de résilience, l'Afrique mériterait le prix Nobel de la résilience parce que quand on voit la pression qu'elle a subie et l'acharnement que ce continent continue à subir, mais malgré tout, nous sommes debout, puisque nous sommes en phase de remporter la compétition démographique. En 2050, l'Afrique sera le seul continent depuis l'histoire de l'humanité qui va doubler sa population en 100 ans. 1950-2050. Donc nous serons en finale contre l'Inde, et ça c'est l'une des plus belles nouvelles, malgré toutes les catastrophes que nous avons subies. Voilà, tout à fait. Très important de le souligner. Donc, j'aimerais, dans ce que j'ai lu dans ta présentation, dans ta bibliographie, que tu nous parles un petit peu de l'Afrique, de ce qui t'a fasciné dans ton passage en Afrique, des pays qui ont attiré ton attention, des petites anecdotes qui t'ont un petit peu touché. Parler un petit peu de l'Afrique, ça sera un sacrilège. Je ne peux que parler grandement de l'Afrique parce que c'est le continent où j'ai appris les idéaux les plus nobles de l'humanité. C'est un continent où j'ai vu le jour que je chéris parce qu'il m'a donné la légitimité intellectuelle. Je n'ai pas été la chercher ailleurs, je l'ai trouvé chez moi en Afrique. C'est ce continent qui me nourrit parce que c'est en filmant l'Afrique, en photographiant l'Afrique, que je peux vivre aisément sans tendre la main. J'ai réussi à constituer l'une des plus importantes banques d'images sur le monde noir en parcourant l'Afrique et sa diaspora historique, c'est-à-dire les Antilles et les Amériques. Parce que lorsqu'on parle de diaspora, il faut bien préciser que l'Afrique a 2 diasporas. La diaspora historique qui est issue de l'émigration, la diaspora historique qui est issue de la déportation, donc David dont tu fais partie, et la diaspora continentale qui est issue de l'émigration, ceux qui sont partis volontairement. L'Afrique est probablement le continent qui compte le plus de sites historiques classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il faut déjà le rappeler. La première des choses ici que je voudrais ici citer, c'est par exemple la ville d'Aksum que j'ai eu à visiter à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était il y a 5 ans. C'est une ville qui est en Éthiopie. Et donc, c'est le moment
de dire à nos frères éthiopiens Kembered parce que que c'est un pays qui en ce moment est déstabilisé par des grandes puissances extérieures pour la bonne et simple raison. Les Éthiopiens ont donné une leçon de résilience au monde entier. Souvenez-vous, mon cher frère David, qu'en 1985, les plus grands artistes du show business américain ont produit un disque qui s'intitule US for Africa. Une chanson phare, We Are the World, We Are the Children. Chanson à laquelle ont participé Ray Charles, Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson, Nelson Rodgers, etc. C'était justement pour collecter des fonds afin d'aider l'Éthiopie qui était victime d'une longue famine. Mais cette famine, on n'explique pas quelle est l'origine de cette famine. Parce que ce sont ces images qui ont causé des dégâts aux Antilles en montrant aux Afro-descendants, regardez à quoi ressemble l'Afrique. Si vous vous revendiquez de ce continent, voilà le sort qui vous attend. Sauf que ce qu'on n'explique pas, c'est que l'Éthiopie est une des plus vieilles nations de l'humanité. Jusqu'à 1974, l'empereur Haïlé Sélassié était considéré comme le représentant de la plus vieille dynastie du monde, celle qu'on appelle la dynastie salmonide, qui s'éteint en 1974 après le coup d'État de celui qu'on appelait le Négus rouge Mengistu Haïlé Mariam, aujourd'hui réfugié au Zimbabwe. Et ce pays est l'un des berceaux de l'humanité, et non seulement le berceau de l'humanité, mais le berceau de la civilisation tout court. Et avant d'aller en Égypte, puisque c'est une civilisation qui nous est contestée, je vais déjà commencer par le commencement pour simplifier les choses. Aksum est une ville qui est fouillée depuis 1900. Donc, c'est une ville entière qui fait l'objet des fouilles archéologiques. Et donc, il y a 121 ans, l'empereur Ménélique II, vainqueur de la bataille d'Adwa le 1er mars 1896, fait venir un archéologue allemand du nom de Ito Littmann. Cet homme vient fouiller la ville d'Aksum et depuis 121 ans, on n'a même pas encore fouillé 5% de la ville et à chaque fois on découvre des merveilles. Et figurez-vous, nous sommes au cœur du débat. C'est pour cela que David, pour moi, être invité à RFT, c'est comme une bénédiction. Parce que ce n'est pas en Afrique que je dois prêcher, mais c'est dans la Caraïbe. Parce que c'est là où on a formaté l'esprit. Et pour cela, pour ceux qui connaissent la littérature afro-caribéenne, puisque moi, ceux qui m'ont fait aimer la poésie, ce sont les afro-caribéens. Je me revendique de l'école afro-caribéenne, c'est-à-dire les enfants sortis des entrailles des Africains qui ont produit une littérature. Commençons par un grand poète du nom de Guy Tyrolien, originaire de Marie-Galante. Guy Tyrolien est digne fils de Marie-Galante. Il a écrit un excellent poème qui s'intitule « Prière d'un petit enfant nègre ». Que dit ce poème? « Seigneur, je ne veux plus aller à l'heure à l'école. Faites en quelque sorte que je n'y aille pas. » Guy Tyrolien, figurez-vous, est parti en Afrique en tant qu'administrateur colonial, donc divisé pour régner. On envoyait des Antillais en Afrique, on envoyait des Africains aux Antilles pour créer la zizanie. Mais l'Afrique est une terre sacrée puisque c'est le continent berceau de l'humanité qui récupère systématiquement ses enfants. Et je vous donne deux exemples. Donc, je demande à tous nos auditeurs d'attacher leur ceinture parce que nous allons traverser une zone de turbulence historique. Vous avez ouvert le micro. Vous avez attaché vos ceintures. Vous avez les ouvert auditeurs et les auditrices. Vous avez donc ouvert le robinet. Ben, je vais inonder. Voilà. Je vais inonder sans provoquer de cyclone. 1, 2, 3, c'est parti. Eh bien, figurez-vous que Guy Tyrolien est envoyé en Afrique en tant qu'administrateur colonial, mais cet homme va faire en quelque sorte de devenir l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies. Donc le Mali, pays indépendant, c'est un fils africain né en Guadeloupe, à Marie-Galante, qui est son représentant aux Nations Unies. Ça, ce sont des choses, et toute cette production intellectuelle de Guy Tyrolien, l'inspiration, il tire de cette inspiration en Afrique, particulièrement au Mali, et figurez-vous que le quartier où il a vécu à Marie-Galante s'appelle Bambara. En Guadeloupe, vous avez un quartier qui s'appelle Bambara, qui n'est autre que la langue principale parlée en Afrique de l'Ouest. Deuxième exemple, vous avez un afro-descendant. Excuse-moi, tu peux répéter parce que certainement il y a des gens qui sont en train de noter. Alors, à Marie-Galante, vous avez un quartier qui s'appelle Bambara. Oui. C'est l'hommage rendu par Guy Tyrolien à l'Afrique, terre qui est censée être la terre des vendeurs de nègres. Ça, c'est important. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle les revanches de l'histoire. Deuxièmement, vous avez un fils de Martinique, René Marron, qui est envoyé
en Ubangui-Chari, actuelle République centrafricaine, qui est au cœur de l'actualité. Lorsque René Marant arrive en Ubangui-Chari, en tant qu'administrateur colonial, il est horrifié de voir le sort subi par ses frères de race. Et il écrira un ouvrage qui s'intitule Batouala, qui sera interdit en France jusqu'à les années 60. Et c'est ce qui permet à René Marant d'avoir le prix Goncourt. Il y a 100 ans. Interdiction. Parce qu'il dénonce justement les méfaits de la colonisation. Donc c'est bien pour rappeler qu'il y a 100 ans, un afro-descendant obtenait le premier Goncourt, le premier noir de l'histoire de France qui obtient le Goncourt, c'est René Marant, dont la sépulture se trouve au cimetière de Montparnasse. Donc c'est un lieu de pèlerinage où Africains, afro-descendants devraient aller pour se recueillir. Parce que souvent, nous ne respectons pas ces symboles-là. Oui, mais il fallait connaître aussi. Oui, effectivement, il faut avoir une certaine curiosité intellectuelle. Voilà, tout à fait. Donc, il y a 100 ans, René Marant remporte le prix Goncourt en dénonçant la colonisation. Ça, c'est deuxième. Troisième exemple de la revanche de l'Afrique sur le mensonge, c'est un certain François Sanon, fils de Martinique, qui est envoyé en Algérie, donc en Afrique, et qui change de fusil d'épaule en prenant fait et cause pour la résistance algérienne. Donc c'est bien pour vous dire que la plupart des afro-descendants qui ont été envoyés vers leur terre-mère dans le but d'aller justement mater du nègre, ont fini par se réconcilier avec leur propre mère. Donc ça, ce sont des signes qui montrent bien que chasser le naturel, il revient au galop. Voilà des choses qu'on devrait enseigner. Et je peux vous assurer que moi, j'aime beaucoup la poésie, je suis un amoureux de textes, parce que je suis fils d'enseignant, mon père était professeur de lettres, et il y a deux poèmes qui m'ont particulièrement marqué. Le premier s'intitule « Je n'aime pas l'Afrique », écrit par un brillant Guadeloupéen, très peu connu, du nom de Albert Beville. Mieux connu, son nom d'écrivain, c'est Paul Niger. Lisez ce poème qui s'intitule « Je n'aime pas l'Afrique ». Et vous allez comprendre toute l'ironie d'un afro-descendant vis-à-vis de sa terre-mère. Deuxième poème écrit par un afro-descendant, cette fois-ci des États-Unis d'Amérique, qui s'appelait Canticoulen. Ce poème s'intitule « Heritage », en français « Héritage ». Je vais vous citer quelques vers. Qu'est-ce donc l'Afrique pour moi? Soleil cuivré, mer écarlate, port des reines, des négresses qui m'ont chanté les oiseaux d'Aden. Qu'est-ce donc l'Afrique pour moi? Donc, quand vous entendez cette poésie-là, vous êtes bousculé dans votre chair et vous cherchez à comprendre. Parce que, en passant par l'école, justement, nous avons subi une certaine aliénation, nous avons été conditionnés. Et c'est pour cela que je dis que... Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, l'université, telle qu'elle a été conçue en Afrique ou aux Antilles, est destinée à fabriquer des domestiques. C'est ce qui explique que chez les Noirs, c'est souvent l'élite qui trahit, c'est jamais le bas peuple. Oui. Vous comprenez? Oui. La résistance vient du bas peuple et c'est souvent l'élite. Prenez le cas par exemple de la Guadeloupe, une île que je connais comme ma poche. J'ai consacré 2 films à la Guadeloupe, j'en ai consacré un à la Martinique et le prochain sortira demain, ça sera sur Haïti. Nous y reviendrons. Donc je me suis donné pour mission de consacrer par île. Sur les 52 îles, je dois consacrer 5 films par île. Ça sera une façon de réparer le mensonge qui a été... le venin, je dirais même, qui a été inoculé dans le corps des afro-descendants. Parce que il nous faut faire notre propre toilette. Vous pensez que c'est réparable? Bien sûr. Non, psychologiquement, on peut réparer. Oui. Parce que vous savez que les peuples, l'histoire est dynamique. Nous avons des exemples de peuples qui ont subi les pires torts de l'humanité qui sont relevés. Je vous donnerai l'exemple d'un pays comme la Chine. La Chine, aujourd'hui, officieusement, c'est la 2e puissance économique du monde. Moi, je la considère comme la première, compte tenu de sa population et de sa productivité. La Chine a subi l'humiliation à plusieurs reprises, notamment la guerre de l'opium. Il y a eu 2 guerres d'opium, où les Anglais, les Britanniques, ont introduit de l'opium pour anesthésier cette population.
que s'est-il passé? Mao Tse-tung est arrivé, il a fait la révolution culturelle. Mais cette révolution culturelle dont on nous parle de Chine, on ne cite pas l'origine de la révolution culturelle. La première révolution culturelle n'a pas eu lieu en Chine. Ce sont les Africains américains qui ont initié la première révolution culturelle qu'on appelle la révolution, la Negro Harlem Renaissance. Et c'est ça qui va influencer plus tard le mouvement de la négritude. Oui. Incarné par trois figures emblématiques, Léon Gontran Damas, le Guyanais, Aimé Césaire, le Martiniquais, Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais. Donc la Renaissance de Harlem, on n'en parle pas assez souvent. C'est la première révolution On devait culturelle. d'ailleurs faire une conférence là-dessus. je crois. Absolument. Moi, je ne demande qu'à revenir à RFT. Oui. Quand on voit des charmantes créatures qui vous accueillent, Oui. ben, ça vous incite à Oui. ouvrir le robinet. Oui. Et cette révolution, on n'en parle pas assez. Les Antilles, c'est juste à côté des Et Amériques. pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est l'excellence. C'est l'excellence. On fait en quelque sorte que les Africains et les Afro-descendants n'aient pas des repères. des repères. Des repères. Parce que ce qu'on veut nous montrer, c'est tout ce qui est doudouisme, tout ce qui est amusement. Voilà. Voilà, c'est un Tout peu à fait. cette image qu'on veut donner de nous. Et quand il y a des gens qui promeuvent la culture engagée, l'art engagé, on essaie de l'étouffer. les étouffer. Mais il faut dire aussi aujourd'hui, nos enfants aussi, on recherche la vérité. Ils recherchent la vérité, mais c'est aux parents de stimuler. Parce que dans le cas, par exemple, des Antilles, où j'ai donné pas mal de conférences, ces 10 dernières années, j'ai remarqué que c'est souvent les enfants qui emmenaient les parents vers les conférences. Et ça, vrai. c'est quelque chose de formidable. Alors que c'est l'inverse qui devrait se faire. Je n'ai jamais vu autant de croix ancre sur le cou des Antillais qu'en cette période. Et c'est bien pour vous dire que pendant très longtemps, afro-descendants des Antilles ne disposaient que d'une seule lucarne qui était la télévision. Et la télévision a conditionné les gens, ce qui explique qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, ben, c'est la liberté totale. Je peux vous assurer qu'il y a à peine 10 mois, j'étais au Bénin, à la fête du Vaudou, je n'ai jamais vu autant d'Antillais par kilomètre carré. Que venait-il faire? Il venait s'abreuver. Et comme je vous l'ai dit, aucune force ne pourra jamais empêcher l'eau du fleuve d'aller se mêler à celle de la mer. Voilà, David, ce que je pourrais dire en premier. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur nous que j'attends juste qu'on appuie sur le bon bouton. Voilà, tout à fait. Continuer. Alors, là, maintenant, on a parlé un petit peu donc de l'Afrique. Hein. On n'a pas tout à fait parlé de on n'a pas l'Afrique. tout à fait parlé de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à Il y dire. a J'ai énormément parlé de choses à d'Aksum. dire. J'ai parlé Voilà. d'Aksum. N'oubliez pas que c'est à Aksum que se trouve le palais de la reine de Saba, qui a été fouillé il y a 121 ans par Eto Littmann. Ouais. Vous vous rendez compte? Il y a 121 ans, la reine de Saba, il y a plus de 3000 ans. C'est la seule reine africaine qui figure dans les 3 livres des religions abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ouais. On parle de Makeda. Donc ça prouve bien que l'Afrique est un continent avant-gardiste. Il y a plus de 3000 ans, il y avait déjà une femme en Afrique qui régnait. Alors que on sait très bien que dans certaines contrées, prenez par exemple les États-Unis d'Amérique, depuis sa fondation, plus de 200 ans, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais connu une femme présidente. Tout à fait, tout à fait. C'est maintenant qu'on voit quelques gouverneurs, tout à fait, ouais. alors qu'il y a plus de 3000 ans, les Africains avaient déjà à la tête du plus puissant royaume, le royaume de Saba, une femme à sa tête. Alors, maintenant, on fera un petit tour historique au niveau de la Caraïbe. Maintenant, qu'est-ce que, en tant que globe-trotter, c'est vraiment fascinant. Non, mais même en tant qu'humain, hein, avant tant d'être qu'humain, globe-trotteur, je suis avant tout humain. Voilà. Un homme qui peut facilement succomber au charme fait. d'une femme. Ouais, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a fasciné dans les Caraïbes? Quels sont les pays qui t'ont touché? Qu'est-ce que tu penses de la culture de la Guadeloupe? Bon, j'ai trotté un petit peu aussi hein, Alors, des Caraïbes. Oui. Bon, j'ai fait un petit constat. J'ai fait un petit constat. Je vais te dire un peu mon expérience. On est parti donc à Porto Rico, Trinidad. On faisait un peu les îles anglophones parce que anglophones. Il faut bien préciser, hein, parce que dans la Caraïbe, il y a 2 Trinidad. Il y a Trinidad de Cuba et Trinidad et Tobago. Voilà. Trinidad et Tobago. Et effectivement, et Barbade aussi. Et alors, moi, ce qui me fascinait, ce qui nous fascinait, parce qu'on était plusieurs, c'est que
tu arrives dans un pays hispanophone, tu entends la salsa. Bon, eux, ils transforment toutes les musiques qu'ils entendent, les musiques européennes, en salsa. Bon, tu vas dans un autre pays anglophone, bon, eux, c'est en reggae. Ils ne chantent qu'en reggae. Tu arrives maintenant dans les pays francophones, tu vas en boîte de nuit. Chez nous, on faisait tout. Ils jouaient directement la salsa, qu'ils ne transformaient pas. Ils avaient la possibilité de jouer directement la salsa, de faire du reggae et de faire les autres musiques. Ça m'a fasciné. Je dis, mais nous, on arrive à tout faire et les autres, ils transforment, mais dans leur sauce. Donc, c'est une petite particularité. En fait, ça s'explique par le fait que dans les pays comme Cuba, par exemple, parce que lorsqu'on parle de la salsa n'est pas cubaine. Hein. La salsa est new-yorkaise. Elle est née avec un label qui s'appelle Fania All Star dans les années 70. La musique cubaine originale, c'est le son montuno. Celle que jouent des hommes comme Pompey Segundo, Ibrahim Ferrer, Pio Leyva et bien d'autres. Pourquoi la salsa a eu une grande influence Excuse-moi de te couper. Oui. Porto Rico aussi ne fait pas de la salsa? Porto Rico fait de la salsa, justement, ce sont des portoricains, des hommes comme Ray Barreto, justement, qui ont propulsé la salsa. Mais généralement, on pense que la salsa, c'est une musique cubaine. Mais la salsa, en fait, c'est une musique qui est née. Salsa, en espagnol, signifie sauce. Oui, sauce. Donc, c'est une musique qui est née de plusieurs ingrédients, en fait, comme une sauce. C'est pour cela qu'on appelait la salsa. Mais à la base, à Cuba, on joue le son montuno. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de musiciens comme Chucho Valdés, joue ce qu'on appelle le latin jazz. On peut retrouver des influences salsa dedans, mais la base, c'est le son montuno. Et avant le son montuno, il y a la rumba. Rumba qui vient de nkumba, qui signifie en langue congo nombril. Parce que chez les Africains, la musique est indissociable de la danse. Nous, on ne va pas voir des concerts comme on peut le faire en Europe, dans un opéra. Partout où il y a des Africains, je dis bien des Africains, dès qu'on met de la musique, c'est tout le monde qui fait le spectacle. Voilà, c'est tout le monde qui fait le spectacle. Voilà, c'est cela. C'est pour cela que cette musique, à la base... C'est ce qui se passait d'ailleurs avec Doudou Nzeiros. Absolument, qui est grand percussionniste sénégalais, qui jouait avec ses enfants. Mais justement, quand on parle justement de la rumba, rumba vient d'un kumba, qui signifie nombril. Parce que c'est là, en fait. C'est la première des choses qu'on coupe quand un enfant naît, le cordon ombilical. C'est le centre de la vie. Donc, c'est ce qui explique qu'en dansant la rumba, et la rumba se danse à deux, hommes-femmes, ce qui explique qu'on promeut la vie. On fait la promotion de la vie, parce que la vie n'est possible qu'entre deux couples opposés. Deux personnes opposées. Je n'ai rien contre les autres couples, hein. Je tiens à être précis. Je dis simplement que la vie n'est possible que lorsqu'il y a un couple hétérosexuel. Je dis bien la vie n'est possible. C'est pour cela que les Africains dansent toujours hommes et femmes à deux. Parce que la rumba ne se danse qu'à deux, hommes et femmes. Donc ce sont des précisions qu'il faut donner. C'est ce qui explique que dans des pays comme Cuba, Porto Rico, il y a cette joie de vivre. Parce qu'on est conscient qu'en dansant hommes et femmes, ensemble, on va perpétuer la vie. C'est tout simplement ça. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut préciser. Regardez le zouk. Voilà. Le zouk, la biguine, ce n'est rien d'autre que hommes et femmes. Lorsqu'on entend coller, serrer, etc., mais c'est ça l'héritage africain. Parce que aujourd'hui, aux Antilles, la musique traditionnelle, et je tiens à rendre hommage à Akio, qui fait un excellent travail dans la rue Saint-John-Pierce, c'est un Congolais groupe de la Guadeloupe. C'est bien pour vous montrer que je connais le terrain. C'est ce qu'on appelle la rue piétonne. La rue piétonne. Qui est donc située entre le marché aux épices de Pointe-à-Pitre et la statue de Vélo. Et Marcel Lolia Vélo, qui nous a quittés en 1981, il y a 40 ans déjà. Et je peux vous assurer que lorsqu'on arrive à la rue piétonne, qu'on écoute Akio jouer, tout Africain, né en Afrique, grandi en Afrique et a mangé du manioc, je peux vous assurer qu'ils sont les vibrations parce que ces percussions-là nous rappellent que ce sont nos enfants qui ont été déportés là-bas. Et je peux vous assurer que j'ai eu l'opportunité de participer à une biennale, l'unique biennale aux Antilles dites françaises, consacrée à l'Afrique, c'est le mois de l'Afrique organisé par Racine. Et j'ai été invité en 2010, puis en 2016. Donc j'ai eu l'opportunité de faire cette biennale 2 fois.
Et en 2010, le mois de l'Afrique a invité les tambours de Brazza, qui est l'une des meilleures formations de percussion d'Afrique. Et je peux vous assurer que quand ils ont joué, alors qu'ils n'avaient pas jamais répété ensemble, quand ils ont joué, les vidéos sont disponibles sur YouTube. Come on!
quand ils ont joué ensemble, il y a une fusion. C'était Ça s'est rendu. l'extase. Voilà. Au point où la Martinique, ne pouvant accepter d'être mise de côté, elle a systématiquement invité les tambours de Brazza pour aller jouer à la Maison du Bélé en Martinique. Donc c'est bien pour vous dire que nous sommes un. Et ironie de l'histoire, le zouk, C'est très important de dire nous sommes mais un. bien sûr Nous que sommes nous sommes unis un. et très important. Et je peux vous assurer que d'ailleurs, la relation Afrique-Antilles a commencé à se dégrader lorsque l'ignorance a été mise au milieu. Mais à la base, ceux qui ont créé le panafricanisme, ce sont des afro-descendants. Ce sont des Antillais. Le père du panafricanisme n'est pas un Africain, c'est Henry Sylvester Williams, natif de l'île de Trinidad and Tobago. Et il y a un Haïtien aussi qui a été un grand... Oui, Anténor Firmin. Voilà. Anténor Firmin qui a écrit de l'égalité des races Voilà. pour répondre au suprémaciste racial Joseph Arthur de Gobineau qui avait écrit de l'inégalité des races. Alors Voilà, on va monsieur couper Lavoni, par une on va petite faire une musique. pause musicale en écoutant Voilà. eh ben, C'est justement, passionnant tout ça. le titre de Manon Charlemagne, Tête collée. Jou pep sa fè yon tèt kolè, sa va mache. ODPG pli sa ide, se mal pote. Pep la tribile, moun yo tebe. On reçoit que les gens zélés l'ensemble des santé. Moun yo très positif, yo kon sa pour yo faire, pour yo ka joindre la paix. Râler d'étoiles en nous, fait nous sauter l'un grand bout, ou l'un nous trop pour nous. Mettez-nous comme actif, PDG ou bien ministre, chancel ou bien business, c'est vraiment boule bolette, j'éclaire son pas faire, yo touché au l'emploi faible, misère. Moins tant de gon kob yo prêt à le prêter, ou zone site développée, chaque jour ça tape palais. Un an des ans passés, l'an si nous font river, rien toute famille marée. Ouè mouvement c'est vrai, pile sap machine campée, mouti génome passé, long machine bien cagué, nèg pas au prince lié, projet sous condélié, font caisse la épuisé. Un an des ans passé, l'an site fin enveloppé, nom n'a pas de conseil, car c'est volé lié, machine pour le gaspiller, c'est manger la manger, c'est vrai. Et oui, il est exactement 18h43, ben nous voilà de retour dans l'émission Liénage Flamboca, hein, Asconi. Hein. Et ben on apprend beaucoup de choses ben, aujourd'hui avec ben, je dirais ce grand. Hein. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas ben, notre histoire, et ben aujourd'hui ben, avec cette belle émission Liénage Flamboca, et ben nous apprenons beaucoup avec les invités de David. Je laisse la parole à David. J'espère que vous avez pris vos stylos, vous avez pris le magnéto, que vous êtes en train de nous suivre aussi en direct hein, sur Facebook Live. On utilise le progrès technique hein, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir aussi organiser ce qu'on appelle l'unité. Ça m'a énormément fait plaisir d'entendre la musique profonde d'Haïti, hein, nos frères qui sont juste à côté de chez nous. C'est quand même incroyable de voir que nous avons des îles où il y a des frères qui ont la même histoire que nous. Et généralement, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Hein? Nous sommes informés dans les radios uniquement quand il se passe quelque chose. Là, voyons qu'a tué l'autre. Là, voyons qu'a coupé gorge à l'autre. C'est rien qui se débite comme ça qu'il y a dit nous. Donc, on aimerait aussi savoir ce qui se passe. Et l'autre jour, je disais que lorsqu'il y a des manifestations culturelles, ça serait important que les Guadeloupéens le sachent. On a envie de savoir ce qui se passe
au Congo, quand il y a un festival de tambour. Eux-mêmes veulent savoir aussi quand nous avons nos Léons chez nous aux Antilles, quand il y a aussi des soirées bel en Martinique. C'est ce que j'appelle la famille. Et le lionnage Flamboca est là pour pouvoir réunir toute la famille. Donc, on va, en parlant de réunion de toute la famille, on va faire appel, il y a un frère qui nous appelle de la Guadeloupe, hein, qui était dans l'Hexagone il n'y a pas longtemps. C'est un frère qui fait un travail aussi fascinant. C'est monsieur Jolo, Jean-Luc Divial, qui est avec nous en direct de la Guadeloupe. Jean-Luc, es-tu là? Est-ce que tu nous entends? Bien bonjour. Bien bonjour, bien bonjour. Otep, otep, otep. Salut à Mais, si tu veux le... C'est bon, tu entends? les auditeurs, salut à toi David et salut aux frères de combat Lasconi. Oui. Oui. Il est là, il t'entend. Bonsoir Jolo, Il est tout sourire. heureux de t'entendre. Oui, on s'est raté un peu la dernière fois, mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise sur le continent ou en Guadeloupe. Absolument. Alors, tu voulais discuter un petit peu avec le frère Lasconi. Je sais que vous êtes tous les deux tout sourire là. Même si je ne vois pas ton image, Diolo, par ta voix, je sens que tu es tout heureux, voilà, de voir que tu étais ici avec le patron de la radio, Francis. Ça fait 2 ou 3 semaines, je crois. Et là maintenant, 2 ou 3 semaines, hein, je crois. Un petit peu plus, hein. Quelques semaines, voilà, tout à fait. Tu étais de passage dans l'Hexagone, voilà. Et là maintenant, il y a le frère Lasconi qui est assis là à ta place actuellement. Bon, voilà. Donc tu as certainement des choses à échanger avec lui et pour faire profiter un peu les personnes qui nous suivent en direct. Voilà. Alors je disais que je suis assez heureux de le savoir, le frère Lasconi, au studio actuellement. C'est quelqu'un de très passionné, d'engagé, qui donne beaucoup de son temps pour contribuer à notre renaissance à tous. C'est une renaissance qui ne peut se concevoir que dans l'unité. C'est une construction qui met son temps à s'établir. Oui, c'est normal. Plus de 300 de ces pensions, donc il faut laisser contexter tout. Mais cela dit, on avance et on a des expériences remarquables. Moi, je me souviens de ce fameux séjour du frère Lasconi, où on a été à la recherche d'espaces qui sont méconnus de la plupart des Guadeloupéens, notamment l'existence de tunnels. Nous avons vu qui débouche sur les faubourgs de Pointe-à-Pitre. Nous avons été dans la campagne abimienne en direction du Gosier. Nous avons vécu une très très belle expérience avec le jeune qui est un huissier ébéniste et qui nous a raconté un pan de notre histoire. Et je dois dire que c'est toujours un plaisir de participer aux conférences du frère Lasconi. Ah, ça fait plaisir. Là, tu nous apprends quelque chose encore là. En plus. Oui, en fait, Jolo et moi avions fait un tournage dans Pointe-à-Pitre, des lieux qui sont méconnus des Guadeloupéens, de la plupart des Guadeloupéens, et c'est quand même dramatique. Figurez-vous que lorsque Victor Hugues, commissaire de la République, envoyé par la Convention pour brandir l'acte d'abolition aux Africains qui étaient réduits en esclavage en Guadeloupe, il a eu besoin des marrons parce qu'à cette époque, la Guadeloupe était occupée par l'Angleterre, par les Anglais. Eh bien, pour pouvoir chasser les Anglais de la Guadeloupe, il a fallu creuser des tunnels pour les surprendre. Et à une époque où la technologie était très pauvre, ben, les Africains se sont tout simplement transformés en machines pour creuser la roche. Et c'est ce qui explique que depuis le Gosier, le fort Fleur de Paix, jusqu'à la place de la Victoire, vous avez des tunnels. Ah, oui. Même sous le CHU, il y a des tunnels. Et c'est ce qui explique que, parce que lorsqu'on parle de la Victoire, place de la Victoire, les gens ne savent pas que c'est la victoire des Africains sur les Anglais.
parce qu'ils luttaient pour leur liberté. C'est pour cela que ça s'appelle la place de la victoire. Et c'est là où arrive justement la finale de la route du Rhum. Mais malheureusement, pour la plupart de ces tunnels, ils n'ont pas été mis en valeur. C'est un patrimoine qui n'a pas été bien conservé, ce qui explique que c'est des lieux qui ne sont pas très bien fréquentés. Mais en revanche, ce que nous avons découvert avec Jolo, et ça c'était l'une de mes expériences les plus fortes aux Antilles, c'est que nous nous sommes rendus dans une propriété privée où nous avons trouvé un trou. En fait, c'est la sortie ou l'entrée d'un tunnel construit par les Africains. J'ai bien dit les Africains. Les Antillais, c'est ceux d'aujourd'hui. Ceux-là venaient d'Afrique pour la plupart. Parce que l'espérance de vie d'un Africain qui travaillait dans des travaux immobiliers ou en construisant les routes ne dépassait pas les 5 ans. Quand il mourait, on allait encore recharger les cargaisons des bois d'ébène en Afrique. Ma question serait, est-ce que les Guadeloupéens savent qu'il y a ce tunnel? Non. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Lieu de mémoire, Karoukera, un héritage escamoté. Ben, on trouvera ces références dans ce documentaire et je donnerai le lien de mon site internet puisque aujourd'hui il y a la possibilité d'acheter des documentaires en ligne et ça, je l'ai consigné. N'oubliez pas que quand j'ai commencé l'émission, j'ai bien dit que l'Afrique ne s'est toujours pas remise de cette hémorragie humaine du fait qu'on a exporté les meilleurs de ses enfants. Même si on avait exporté les moins brillants, ça aurait quand même été un drame. Mais c'est que quand on prend la matière grise de tout un continent, la force vive de tout un continent, ben, faut pas s'étonner qu'on se retrouve dans cette situation, bien que la Renaissance africaine soit effective depuis le 1er janvier 1804, date de l'indépendance d'Haïti. Mais mes chers frères afro-caribéens et afro-américains, je voudrais ici tout d'abord rappeler que ces Africains ont construit non seulement des tunnels, mais aussi des canaux. Les Guadeloupéens, pour la plupart, ne savent pas que le seul canal navigable dans la Caraïbe et en Guadeloupe, c'est le canal de retour. Il s'agit de 3 canaux construits par les Africains à la main à une époque où l'électricité n'existait pas. À une époque où les grues n'existaient pas, à une époque où les marteaux-piqueurs n'existaient pas. Le canal de retour, c'est 7 km. 7 km creusés à la main et figurez-vous quoi? Oui. Ça a pris 77 ans de construction. Soit 1 km, 1 km par an. 1 km tous les 11 ans, tous les 10 ans, je m'excuse. Donc 77 temps pour construire ce canal. Et si l'esclavage n'avait pas été aussitôt aboli, ce canal aurait été peut-être encore plus long. Ouais. C'était justement parce qu'on parle de Mornalo. Mais Mornalo est une cuvette. Lorsqu'il pleut jusqu'aujourd'hui, l'inondation. Donc, ce canal a une double fonction. À la fois pour éviter les inondations à Mornalo, mais aussi pour évacuer la canne à sucre pour éviter de faire le détour par la porte d'enfer, qui est un lieu pas navigable. Mais toute cette expertise, ce sont les Africains qui l'ont fait. À l'époque, en France, il existait déjà la Société des Batignolles. Pourquoi n'ont-ils pas fait appel aux experts européens pour le faire? Non, ce sont des Africains qui ont creusé. Devinez quoi? En 77 ans de travaux, on a déclaré que 13 morts. En sachant très bien que la plupart des Africains qui travaillaient dans ce canal, qui creusaient, qui faisaient un travail d'excavation, ne savaient pas forcément nager. Donc, c'est pour cela que Bob Marley dit dans une chanson, A part of history has never been told. Une partie de l'histoire n'a jamais été racontée. Ben, il faut justement, c'est à nous de mettre en exergue toutes ces informations qui ont été longtemps étouffées. Et devinez quoi? Le tunnel, l'entrée du tunnel ou la sortie du tunnel que nous avons découvert avec Jolo ensemble, aux abîmes, ça s'appelle Trois Gembo. Gembo, en créole signifie chauve-souris. Eh ben, dans ma langue, en kikongo, Ngembo signifie chauve-souris. Les Africains, avec le temps, ont tout simplement perdu le N pour donner Gembo, mais c'est Ngembo qui signifie chauve-souris. Donc on peut déjà connaître les origines de ceux qui l'ont fait. En vous écoutant parler, ben justement, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'Antillais qui cherchent justement à aller voir la terre, le berceau, l'Afrique. Ben, la raison pour laquelle, depuis votre déportation aux Antilles, il n'y a toujours pas de liaison aérienne entre l'Afrique et les Antilles. La raison est simple. Parce que si on met une liaison aérienne, ben, croyez-moi qu'il y aura beaucoup de pèlerins vers l'Afrique. Parce que
Les gens ont besoin de savoir. Même les plus aliénés, ceux mêmes qui se réclament créolistes, qui rejettent l'Afrique, au fond d'eux-mêmes, quand ils dorment, quelque part, il y a quelque chose qui gratte. On ne peut pas se mentir. Et je peux vous assurer que même les gens les plus hostiles à l'Afrique, je comprendrais, moi-même, si j'étais entier, j'aurais eu des... On a envie de oui, mais à un moment donné, on s'interroge, on se pose des questions. Et c'est pour cela que je dis que pendant 400 ans, les Africains ont été muselés, aussi bien sur le continent qu'en Afrique. Aujourd'hui, vous avez droit à la version du gibier, puisque pendant 400 ans, vous n'avez eu droit qu'à la version du chasseur. Et les Africains disent dans un proverbe très éloquent, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Et donc, cette histoire, parce que aux Antilles, on a dit les Africains vous ont vendu, et il y a des bonnes raisons d'en vouloir à ceux qui vous ont vendu, mais aujourd'hui, les Européens sont rattrapés par leurs propres mensonges, puisqu'ils ont prétendu être venus acheter des êtres humains contre de la pacotille, du sel et des verreries. Et là, et pourtant, nous sommes en plein débat de la restitution des trésors pillés en Afrique. Lorsqu'on restitue, ça veut dire qu'on reconnaît avoir volé. Alors, comment peut-on aller impressionner des gens avec des pacotilles, des verreries et du sel, quand on sait que tous les musées occidentaux, les grands musées, les galeries des grands musées en Europe sont ornées par des trésors pillés en Afrique. Le musée du Quai Branly a exactement 70 000 œuvres d'art pillées en Afrique. Si on les restitue, le musée ferme. Et on appelle ça musée du Quai Branly Jacques Chirac. Ça devrait s'appeler musée africain. C'est ce qui explique qu'en Belgique, où le débat a été aussi chaud, le musée royal d'Afrique centrale de Tervuren a tout simplement changé de nom. Aujourd'hui, il s'appelle Africa Museum. Parce que tu ne peux pas avoir pris des djembés, des masques, fonds Yoruba, etc. Et du jour au lendemain, appeler ça un musée anglais comme le British Museum. Vous enlevez l'Egypt Room, l'African Sainsbury Gallery, le British Museum ferme ses portes. Et ce sont les Américains qui ont montré l'exemple. Parce que dans le Washington Mall, figurez-vous que vous avez 2 musées qui sont consacrés à l'Afrique. Le premier, ça s'appelle le Museum of African Art, donc ça se trouve dans le prolongement, ça fait partie de Smithsonian, qui est la plus prestigieuse institution culturelle aux États-Unis. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes parti civiliser un peuple et prendre tout ce que ce peuple avait pour votre prestige. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est faire insulte à l'intelligence humaine. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut aller montrer. Malheureusement, l'Afrique n'est pas au programme dans la Caraïbe. C'est pour cela que aux États-Unis... Oui, Jolo. Vas-y. Moi, je voulais dire que sur cette histoire de les Africains qui sont vendus et tout a été fait pour que cette déconnexion perdure. Et on le voit aussi au niveau de la langue. On nous raconte un roman en disant que notre langue vient d'une origine française. Alors que toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, Gimbo, ça vient de Gimbo. Oui. Hein? On ne veut pas notre origine Congo. Il y a toute une propagande qui est faite pour nous dire que notre avenir, ce n'est pas l'Afrique, c'est la Caraïbe. Or, les pays dans lesquels on nous envoie dans la Caraïbe, eux, ils regardent en direction de l'Afrique. Alors, on fait quoi? C'est vrai. C'est ça. Et pour donner un exemple tout simple, si la connexion, à un moment donné, l'Afrique et la partie française des Antilles ou de la Caraïbe, il y a une déconnexion. En revanche, il n'y a jamais de déconnexion entre l'Afrique et la Caraïbe hispanique. Prenons l'exemple de Cuba. Cuba est l'île la plus africaine de la Caraïbe. Au départ, je pensais que c'était Haïti. D'un point de vue génétique, oui. Mais vous ne visiterez aucune maison occupée par les Afro-Cubains à Cuba sans que vous ne trouviez un hôtel dédié aux ancêtres. C'est-à-dire que les Cubains font même... les Cubains font même mieux que les Africains sur le continent. Pour vous dire, il y a une localité dans le nord de Cuba, c'est à une centaine de kilomètres de la Havane, qui s'appelle Matanzas. Vous avez un mur qu'on appelle Muros de los Congos. Vous trouverez des noms comme Nganga, Mayumba, Madimba, Malonga, etc. C'est une ode à l'Afrique. Et lorsque
l'Angola, pays d'Afrique centrale, se bat contre les forces de l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, soutenue par le régime de l'apartheid à l'époque, ce sont les Afro-Cubains qui partent volontairement défendre la mère patrie. Les Afro-Cubains ont payé un lourd tribut pour la libération de l'Angola. Et c'est cette bataille qu'on appelle la bataille de Cuito Canavale, qui a eu lieu en janvier 1988. Et ce sont grâce aux Afro-Cubains. Il y avait également des Cubains d'autres origines, mais l'essentiel des troupes était constitué des Afro-Cubains de Matanzas et qui ont payé de leur vie pour libérer la terre-mère. Et devinez quoi? C'est ça qui a donné les accords de Brazzaville qui ont mis fin à l'apartheid en Afrique du Sud et en Namibie. Donc, on peut dire que Nelson Mandela devait sa liberté aux Afro-Cubains qui ont payé un lourd tribut dans cette bataille qu'on appelle la bataille de Cuito Canavale. Je crois que si on enseignait ça aux Antilles, les gens, parce que beaucoup de gens s'imaginent que les Antilles se résument à la Guadeloupe et la Martinique. Je suis désolé. Non, pas du tout. Et même au niveau même de la libération, parce qu'autrement, l'heure avance. Et en plus, ça va vite. Non, mais l'émission Liénage Flamboca, il faut plus de 2 heures. Hein. Voilà. Je lance l'appel justement au directeur de la radio Francis Mazzola. Tout à fait. Oui, voilà. Je vais continuer en ligne, si vous permettez. Je vais vous tous saluer. D'accord, il n'y a pas de problème, Diolo. Mais je vais conclure en disant qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les Guadeloupéens qui disent qu'ils ne sont pas africains. Il y a toujours une heure de la journée ou de la nuit quand un Guadeloupéen ou un Martinique est en difficulté, il sait où frapper pour qu'on lui fasse quelque chose de très africain pour démêler ses affaires. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Hein? Tout à fait. Bonsoir à tous et merci. Merci pour ton intervention. Grâce à ton intervention, on a su beaucoup de choses. Voilà. On va écouter un titre de Bob Marley. Hein, voilà. Et ensuite, on va reprendre l'émission Flamboca. Eh oui, chers auditeurs. Eh bien, chers auditeurs, nous voilà de retour dans l'émission Liénage Flamboca, présentée par moi-même, Micheline, et aussi avec David. Et comme on dit, on apprend beaucoup de choses. Alors, ceux qui sont à l'écoute, prenez connaissance de notre histoire. Comme on dit, l'Afrique, on nous a mis beaucoup de choses dans la tête en disant comme quoi les Africains pas aimés Antillais, ou bien Antillais pas aimés Africains, comme quoi les Africains ont vendu justement leurs sœurs. Et bien avec l'invité, je pense que vous allez penser autrement aujourd'hui et ce sera avec plaisir de le recevoir encore sur Fly Up Tropical. Voilà. Comme Micheline le disait, en plus ça va dans le sens du nom de l'émission qui s'appelle Lionnage. Alors, à partir de dorénavant jusqu'à désormais, on fait le lionnage et on organise le lionnage, le lien familial avec nous tous sur cette planète. Nous sommes une famille. Là maintenant, on va continuer en allant sur Haïti, sur Haïti où il y a des projets qui sont en train de se concrétiser avec notre ami frère, M. Lasconi, qui va nous parler maintenant un peu, qui va nous parler d'Haïti et qui va nous parler de son projet d'Haïti. Mais là, on va parler un petit peu plus tard du projet qu'il a avec Haïti, avec l'intervention de notre charmante Tania tout à l'heure, dans 10 minutes, qui va pouvoir intervenir pour présenter donc le projet de notre ami Lasconi sur Haïti. Alors là, je laisse la parole pour parler un peu de la révolution haïtienne. Alors, je voudrais tout d'abord rectifier qu'il n'y a jamais eu de révolution haïtienne. Haïti n'a jamais fait de révolution. Haïti n'a pas encore fait sa révolution. C'est Saint-Domingue qui a fait sa révolution. Parce que Haïti est le fruit de la révolution de Saint-Domingue. Haïti accède à l'indépendance le 1er janvier 1804. Mais avant le 1er janvier 1804, l'île s'appelait Saint-Domingue. Et la partie espagnole, Santo Domingo. L'ensemble de l'île, c'est Hispaniola qui signifie la petite Espagne.
Et là encore, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est là pour la première fois que dans la Caraïbe, des Africains réduits en esclavage vont briser les chaînes de l'oppression pour vaincre la plus puissante armée du monde, celle de Napoléon Bonaparte, conduite par son beau-frère Charles-Victor Leclerc. Mais que s'est-il passé? C'est que les Africains, après plus de 300 ans de captivité, plus de 300 ans d'humiliation, ont décidé un jour de se réunir en conclave. C'est ce qu'on appelle la cérémonie du bois caïman, qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 août 1791. Mais cette révolution n'a pas été spontanée. Il y a eu une véritable préparation. Et pour cela, nous devons rendre hommage à une femme. C'est pour ça que les Africains disent éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Éduquer un homme, c'est éduquer un individu. C'est une femme qu'on appelle Cécile Fatima, dont le vrai nom est Cécile Atiman, qui va faire le lien entre les différentes habitations pour convaincre les Africains réduits en esclavage de prendre leur responsabilité de se réunir. Ainsi, dans la nuit du 13 au 14 août 1791, va être organisée dans l'habitation, le Normand de Mézy, qu'on appelle aujourd'hui le lieu du bois caïman, une cérémonie, et les Africains vont faire des rites. C'est ce que moi j'ai appelé le rituel des hostilités. La cérémonie du bois caïman n'est rien d'autre qu'une réunion, un pré-congrès panafricain où des Africains de différentes origines, par leur ingéniosité, ont inventé une langue qu'on appelle le créole et ont fait un condensé de tous les cultes africains, parce que tous ceux qui étaient au bois caïman n'étaient pas tous originaires du même pays. Ah oui. Vous prenez le cas, Biassou par exemple était originaire du Dahomey, l'actuel Bénin. Vous prenez Télémaque Nganga était originaire du Congo. Mon grand-père s'appelait Nganga, qui signifie initié. Donc, même vous prenez le cas par exemple de Henri Christophe, l'un des acteurs principaux de cette révolution. Il était natif de la Grenade. Deutsche Boukman, qui est l'homme qui officie pendant cette cérémonie, est natif de la Jamaïque. Il avait perdu son bras droit dans un moulin. C'est pour cela que la devise d'Haïti, c'est l'union fait la force. C'est parce que nous étions unis que nous avons réussi à triompher. Mais un détail qu'il faut apporter ici, puisque aujourd'hui nous diabolisons nos propres cultes en disant Vodou c'est pas bien, depuis c'est nègre, Bitela pas bon, etc. Cette autoflagellation est le fruit de l'aliénation parce que les Africains qui se sont retrouvés au bois caïman étaient des gens qui pratiquaient leurs cultes ancestraux. Donc c'est un condensé du vaudou, du kingunza, de toutes sortes de spiritualités qu'on peut trouver dans l'Afrique, qui se retrouvent au bois caïman, et ils vont égorger le cochon, pardon. Ils vont égorger le cochon, j'ai parlé de coton, lapsus révélateur, parce que ça me fait penser à un morceau de Duke Ellington qui s'intitule Cottontail. Revenons au bois caïman et au cochon. Ils égorgent un cochon. Mais lorsqu'ils égorgent un cochon, c'est une façon de dire que celui qui trahira le secret de cette cérémonie subira le sort du cochon. C'est pour cela que le slogan qu'ils adoptent pendant ce rituel, c'est couper tête, brûler caille. Couper les têtes, brûler les maisons. Et c'est 8 jours d'attente. Déjà, en une demi-seconde, en une demi-minute, vous pouvez déjà trahir un secret. Ces Africains ont attendu 8 jours avant d'attaquer. 8 jours. Parce que la cérémonie a lieu dans la nuit du 13 au 14 août 1791. Mais la révolution commence le 22 août. C'est toute la beauté. Je peux vous assurer que on peut se féliciter qu'à l'époque, Internet n'existait pas parce qu'il y aurait eu un nègre pour faire le buzz en disant nous allons attaquer. Et croyez-moi que cette révolution aurait avorté. Donc, ces gens étaient disciplinés. C'est une race de nègres qui n'existe pas. Et nous comptons sur nos femmes pour nous la ressusciter. Parce que tenir 8 jours avec le poids
de ce secret, parce qu'il fallait attaquer les négriers et le maître. Donc c'est un risque à prendre. Mais seulement, il est bon de préciser que la révolution de Saint-Domingue n'est pas initiée par les nègres tout de suite. Ce sont les mulâtres qui se considèrent comme une race intermédiaire qui envoient une lettre au Palais Bourbon, donc le Parlement français, Oui. pour demander les mêmes droits que leur père. Puisque la plupart des mulâtres étaient nés de pères blancs et de mères esclaves. Donc, étant convaincus qu'ils étaient la race intermédiaire, donc ils vont demander d'avoir les mêmes droits. Mais à l'époque, le gouverneur de Saint-Domingue avait une dame qui était hostile à l'idée que les mulâtres aient les mêmes droits que les blancs, les maîtres, en disant que mais si on leur accorde des droits, les nègres aussi voudront la même chose. Qui coupera la canne à sucre, qui la plantera, qui servira le café, etc. Donc, les nègres se rendant compte, parce que la lettre des mulâtres avait été acceptée, validée, donc il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale française pour donner la liberté. Mais les nègres se rendant compte qu'ils allaient être les dindons de la farce, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont tout simplement décider de prendre leur destin en main. Et c'est d'où cette cérémonie du bois caïman. Mais il faudra rappeler encore, et c'est pour cela que je suis heureux de participer à cette émission, parce que la révolution de Saint-Domingue, en vérité, commence 50 ans plus tôt, avec Macandal, François Macandal, qui est mon ancêtre direct, c'est en Congo, on dit Macandal. C'est une mauvaise... Prononciation. Non, pas de prononciation, ça a été mal orthographié par un historien mulâtre du 19e siècle qui s'appelait Thomas Madjou, un haïtien. Mais en vérité, c'est Makanda, qui signifie membre de la famille homme noir. Kanda, en langue au Congo, signifie famille. Ça a la même origine que Moussikanda. Donc, Makandal, c'est lui le premier qui déclenche des hostilités. Il avait une société secrète qu'on appelle Kou. Et cette société secrète était tellement efficace que les Africains qui ont commencé cette révolution, qui appartenaient à cette société secrète, n'ont jamais pris une arme. Ils ont empoisonné tout simplement les maîtres. Et ça, fallait être un chimiste. Connaître les plantes. Quelle était la plante qui pouvait nuire? Voilà. Quelle plante pouvait guérir? Quelle plante pouvait tuer? Et c'est ce qu'on appelle l'initiation. Et lorsque Macandal déclenche cette, malheureusement, parmi ses adeptes, il y avait un peureux qui a trahi le secret. Et Macandal sera brûlé vif au Cap français qui est devenu aujourd'hui Cap Haïtien en 1758. Mais imaginez-vous, l'année où Macandal est brûlé vif, c'est l'année où Dessalines naît, en 1758. Et c'est lui qui conduira Haïti vers l'indépendance. Mais attention. Donc, lorsqu'on parle de la révolution haïtienne n'existe pas. Haïti n'a pas encore fait sa révolution, et quand Haïti fera sa révolution, elle sera peut-être encore plus redoutable que la révolution de Saint-Domingue. Donc, c'est Saint-Domingue qui fait la révolution et qui accouche Haïti. Mais Dessalines savait très bien que un pays qui se dit indépendant ne peut pas porter un nom colonial. Parce que Saint-Domingue n'est rien d'autre que la mauvaise traduction des Français de Santo Domingo, qui signifie Saint Dimanche. C'est le jour saint, c'est un égrégore. Parce que la première cathédrale dans les Amériques, j'ai bien dit dans les Amériques, États-Unis, Brésil compris, a été érigée au cœur de Santo Domingo, capitale de la République dominicaine. Donc c'est un égrégore que Christophe Catastrophe Colomb je ne connaissais pas cette version. Déclenche et qui sera activé plus tard par son fils Don Diego. Et donc, lorsque Dessalines emmène le pays vers l'indépendance, premier État noir indépendant au monde, que se passe-t-il? La question qu'il faut se poser, c'est que l'indépendance d'Haïti accouche un empire. Ce n'est pas une république, Haïti. Parce que 10 mois après la proclamation de l'indépendance universelle, il faudra encore préciser que Haïti a 2 dates d'indépendance. C'est la seule nation au monde qui a 2 dates d'indépendance. La première indépendance a lieu le 29 novembre 1803, soit 18 jours après la bataille, 11 jours après la bataille de Vertières. Et c'est ce qu'on appelle l'indépendance
national qui est proclamé unilatéralement au Fort Dauphin qui deviendra pour la circonstance Fort Liberté. Et on va attendre donc le 1er janvier 1804 pour proclamer l'indépendance universelle au Gonaïves. Voilà. D'accord. On va partir du C'est côté génial. du téléphone, exactement 19h21. Retrouver Tania. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonjour. Bonsoir. Oui. Bonjour tout le monde. Bel bonjour. Bel bonjour, bel bonjour, bel bonjour. Eh ben voilà, ben j'étais encore motivé à écouter la suite, hein. Mais le temps, oh là 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 là, le temps. Ça passe trop vite. Hein. Ça passe trop vite, c'est passionnant, c'est intéressant. Notre histoire est si dense qu'on ne peut pas la résumer. Elle est dense parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur nous-mêmes. Oui, oui. Et moi-même qui en suis le narrateur ce soir, tous les jours j'apprends. Parce que les Bambara disent tous les jours le rêve à l'école, on ne cesse jamais d'apprendre. Oui. Et à chaque fois je suis émerveillé quand je voyage, aussi bien sur le continent que dans les Amériques, la Caraïbe, etc. Je suis émerveillé de découvrir des choses. Ah, c'est génial, c'est génial. Ça fait plaisir. Un grand bravo, un grand bravo, un grand bravo à notre frère Lasconi. Franchement, tu vas revenir, hein, à chaque fois. Ah, on dit, oui. il faut que tu reviennes. Ben, Ouvrez la parce porte que là, et je serai là. il y a pas de... Ça sera avec plaisir. Alors, il y a notre Tania qui va nous annoncer, c'est une surprise, hein. Elle va nous annoncer un événement. L'événement, elle est chargée de nous annoncer les événements qui viennent. Alors, Tania, on t'écoute. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir Tania. Merci pour ce beau voyage. Oui. Donc, dans l'agenda de Lionage Mamboka, nous recommandons aux auditeurs une œuvre de votre filmographie qui s'intitule Haïti, l'union fait la force. Absolument. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Et oui, c'est un film qui aura pris des décennies avant, parce que chaque film que je réalise est comme un accouchement. C'est un bébé que j'accouche. Et comme une mère, C'est un beau bébé, hein. on accouche dans la douleur. Ce n'est jamais un exercice facile que d'accoucher. Mais on donne la vie. Et chaque œuvre, pour moi, est là pour témoigner de notre histoire. Mettre en exergue ce que nous avons. Ce que moi j'ai intitulé l'Afrique coquette, qu'elle commence sur le continent dans la Caraïbe, je parle de coquetterie. Parce que nous sommes beaux. Quand James Brown chante I'm black, I'm proud, black is beautiful, ce n'est pas un slogan vain. C'est que ce sont les autres qui ont voulu nous voir comme des êtres laids. Mais c'est à nous de dire que nous sommes beaux. Et en disant que nous sommes beaux, il ne s'agit pas d'être hostile aux autres, mais dire tout simplement que nous sommes des êtres comme tous les êtres humains et qu'aucun peuple n'a le monopole de la beauté. Donc, l'accouchement de chaque œuvre pour moi est une célébration et j'ai attendu la date du 18 novembre 2021, soit le 218e anniversaire de la bataille de Vertières, pour sortir officiellement mon film qui s'intitule Haïti, l'union fait la force. Et posez-vous la question, pourquoi le 18 novembre 2021? C'est tout simplement le plus grand symbole du peuple noir. C'est pour la première fois, depuis la perte de l'initiative historique par les Africains, que les Africains ont réussi à battre, non pas la moindre, la plus faible des armées, mais la plus puissante, celle qui a terrorisé toute l'Europe. N'oubliez pas que Napoléon a fait la campagne d'Égypte. C'est sous la campagne d'Égypte de Napoléon qu'on a cassé le nez du Sphinx. C'est Napoléon qui a terrorisé toutes les nations européennes, y compris la Russie. Dans les Balkans, il a laissé des mauvais souvenirs. Et voilà que des nègres démunis, réduits en esclavage, qui n'avaient même pas de nom, dont certains noms étaient des colibés, parviennent à vaincre les plus grands officiers de France. Charles-Victor Leclerc, c'est le beau-frère de Napoléon, c'est l'époux de Pauline Leclerc. Bonaparte. Il est vaincu par la fièvre jaune. Mais ce n'est pas une fièvre jaune qui sort de quelque part. C'est parce que ces Africains sont des initiés qu'ils font appel à toutes les forces de la nature. Et ce qui explique que les Noirs seront épargnés par la fièvre jaune, mais pas leurs oppresseurs. Ça, c'est un élément qu'il faut préciser. Parce que nous étions démunis. La technologie militaire était de l'autre côté. Donc, Vertières, pour moi, 18 novembre, pour moi et pour nous, c'est fondamental. Donc, j'ai attendu cette date pour sortir ce film.
je devais donner la primauté de la projection aux Haïtiens. J'étais programmé dans 8 villes différentes en Haïti. Mais compte tenu de la situation sociopolitique, j'ai préféré ajourner mon voyage pour Haïti. Mais à partir d'Haïti, j'allais faire le tour de la Caraïbe pour dédiaboliser l'image de l'Haïtien dans la Caraïbe. Et j'ai un poème dans mon recueil de poésie qui s'intitule « Requiem pour le repos de mes anges gardiens ». Je dis pourquoi l'Haïtien est haï par les siens. Ça, c'est important. C'est que le maître a réussi à faire de l'Haïtien le bouc émissaire de tous les problèmes dans la Caraïbe. Vrai. Et ce qui explique que l'Haïtien, si vous allez dans la rue Frébeau, en Guadeloupe, qui est la principale rue commerçante à Pointe-à-Pitre, ben, quand il s'agit de faire des contrôles des patrouilles, c'est toujours sur les vendeuses haïtiennes qu'on s'acharne. Alors qu'il y a d'autres communautés aussi qui vendent. Probablement qu'ils doivent faire des magouilles sans vouloir stigmatiser qui que ce soit. Vous allez en Martinique, rue Cholcher, c'est la même scène. C'est bien pour vous dire, c'est un Africain que vous parle de la Caraïbe, donc c'est bien un travail de terrain, un constat, et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas démentir parce que je les ai filmées. C'est l'Haïtien qui doit nous servir de boussole. Parce que c'est l'Haïtien qui se trouve au sommet de la pyramide qui a brisé les chaînes. La Guadeloupe devient libre en 1794 parce que Haïti a triomphé. Oui, parce que la Guadeloupe a été libre pendant 8 ans. 1794-1802, avant que Napoléon Bonaparte rétablisse l'esclavage sous l'impulsion de sa dulcinée, Mademoiselle Tachère de la Pagerie, mieux connue sous le nom Joséphine de Beauharnais. C'est très important pour nous d'étudier cette histoire. Et d'ailleurs, je organise souvent des excursions pédagogiques pour faire un travail de terrain, pour montrer toutes les familles qui ont pu bénéficier de l'esclavage. Maintenant, pour en arriver à mon émission, parce que je suis très expansif, je suis quelqu'un qui aime donner les détails, le film, je l'ai réalisé il y a un peu plus d'une année, mais compte tenu de la pandémie La crise. que Covid-19, ça fait que j'étais obligé d'attendre. Donc le film est prêt depuis 2020. Mais comme je suis quelqu'un de très discipliné, j'attendais une date symbolique pour pouvoir projeter le film. Et donc le film sera projeté le 18 étant un jeudi, les gens travaillent. J'ai préféré attendre le dimanche 21 pour projeter ce film. Et figurez-vous, je laisse la charge de l'organisation aux afro-descendants. Moi, je suis l'ancêtre, vous êtes les descendants. Donc c'est le comité d'organisation de la marche du 10 mai, qui est un collectif à la fois de Martiniquais et de Guadeloupéens qui vont organiser cette projection. Et je voudrais ici saluer mon frère Théo Jean-Marc Lubin, qui nous a trouvé la salle du CNT, Comité national des travailleurs, située au 33 rue des Vignoles, dans le 20e arrondissement, métro Buzeval, ou porte de Bagnolet. Donc la projection aura lieu à 15h. Il est recommandé aux gens d'avoir le pass sanitaire ou les tests PCR ou antigéniques parce que c'est une question de responsabilité collective. Donc voilà. Pass sanitaire ou test antigénique ou PCR, etc. sont les bienvenus. Comme ça, nous pourrons rendre hommage à nos ancêtres méritants, ceux de Saint-Domingue qui ont accouché le premier empire africain dans la Caraïbe. Parce que Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, abandonne ses galants 10 mois plus tard de général pour devenir empereur Jacques Ier. Donc Haïti est un empire, parce que nous sommes un peuple impérial, tout simplement. Voilà ce qui est bon de rappeler aux nôtres et d'enseigner dans les écoles de la Caraïbe, de la maternelle jusqu'à l'université. Ma question serait, pourquoi tant de souffrance en Haïti? C'est parce que Haïti paye la rançon de la liberté. La liberté. C'est la rançon de la liberté. N'oubliez pas qu'Haïti a payé 150 millions de francs. Or, si les Guadeloupéens étaient à la place des Haïtiens, ils subiraient le même sort. Partout où nous avons résisté, c'est la punition qu'on a voulu infliger. N'oubliez pas que Haïti abrite une base militaire étrangère. En 1915, Haïti a été envahi par les États-Unis d'Amérique. Et cette occupation a duré 19 ans. Ce n'est qu'en 1934, lorsque le président Franklin Roosevelt prend le pouvoir, qu'il décide de retirer les troupes américaines d'Haïti. Donc Haïti, malgré le fait d'avoir combattu les négriers français, anglais, espagnols,
se met aussi à combattre les États-Unis d'Amérique parce que durant cette occupation, il faut rappeler qu'il y a eu un certain Charlemagne Peralt qui sera assassiné et qui va mener une révolution contre l'occupation. Voyez-vous que c'est une petite île, mais malgré cela, il y a eu beaucoup de combats. Donc, ça sera le mot de la fin parce que non, un petit mot pour dire tout simplement qu'il ne faut jamais céder à l'afro-pessimisme. La vie est faite de combats et les Français disent, je crois que c'est le plus beau adage français, l'espoir fait vivre. Ne baissons pas les bras. Haïti est une université de la résilience et chaque Africain afro-descendant devrait séjourner au moins 2 jours en Haïti pour s'imprégner de la force de nos ancêtres. Aïe Bobo. Aïe Bobo. C'est le mot de la fin. Oui, je voudrais juste dire. Oui, vas-y Tania. À la suite de la projection, normalement, il y a une conférence débat qui est prévue. Oui, une conférence débat et aussi la vente du DVD qui coûte 20 € et qui sera dédicacée par le réalisateur. Très bien. Et il y aura plusieurs personnalités de la communauté qui seront là. Mais la projection est ouverte à tout le monde. Nous ne faisons pas de l'apartheid. Nous sommes des gens civilisés. Nous rappeler l'adresse? CNT 33 rue des Vignoles, Vignoles Vignole, 75 020 Paris, métro Buzenval ou porte de Bagnolet. Voilà. C'est une salle confortable et il faut toujours rappeler que nous sommes en période de crise sanitaire. Il faut donc se munir dans... À partir de quelle heure encore? À partir de 15 h. 15 heures. 15 heures. Il y a la possibilité également d'acheter le billet de la projection en pré-vente sur mon site l'univers.com. Vous tapez Nizim Lasconi, univers.com, et vous allez dans prochain rendez-vous et vous trouverez donc, plutôt acheter, vous trouverez là le... Sinon, autrement, sur place, c'est 12 €. Ce qui est une somme dérisoire compte tenu du travail qui a été réalisé. C'est 3 décennies de recherche et le film est très bien archivé. Je peux vous assurer, sans esprit de chauvinisme, j'ai vu beaucoup de films documentaires sur Haïti et probablement que le mien, c'est le meilleur. Ben encore rouleau bravo. Et aïe bobo. Aïe bobo. Aïe, Bobo. Eh bien oui, merci à toi.